Parce que les gens, quand on leur dit qu'ils sont des sauveurs, ils vivent ça comme quelque chose de très positif. Je suis une belle personne, je sauve. Ce qui est vrai quand même, mais quand on est sauveur compulsif comme ça et qu'on ne peut vivre que dans cette addiction, c'est un problème pour soi, bien plus que pour le sauver. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un nouveau rendez-vous avec Hélène Vecchiali, psychanalyste et autrice de nombreux ouvrages, dont Un zèbre sur le divan, pour lequel elle nous avait déjà fait le plaisir de venir sur cette chaîne. Je laisse d'ailleurs le lien de ce premier rendez-vous passionnant dans la description sous cette vidéo, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Aujourd'hui, Hélène nous fait l'amitié de revenir nous voir à l'occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé « La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'être aimé » aux éditions Marabout. Bonjour Hélène et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. J'aimerais juste faire un petit tour du côté de la régie où Gaëtan va officier durant toute l'émission et il viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif comme à son habitude. Et du coup, j'en arrive à ma première question pour toi Hélène. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle dit là tout de suite? Que je suis très contente de de retrouver Gaëtan et de partager avec vous ce bonheur d'avoir mon livre qui est sorti hier. Ouais, c'est ça. Au moment où on tourne l'interview, le livre est sorti hier et donc du coup, c'est une actualité brûlante. Même si ça fait un petit moment que tu es sur ce sujet, si j'ai bien compris, ça fait un moment que tu le prépares, ce livre. Je précise à destination des gens qui nous regardent que moi, j'ai pas eu le bonheur de le lire, mais que j'ai quand même plein de questions sur le sujet qui est passionnant. Je te laisse, pardon, tu allais dire quelque chose. Non, j'ai pas mis tant de temps que ça. Ok. Oui, j'ai mis... Enfin, généralement, c'est entre 8 et 9 mois. Là, j'ai mis 6 mois. Ok. Donc, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu appelles beaucoup de temps, toi? Bah, en préparant... Non, moi je suis en train d'écrire mon premier livre depuis déjà 27 ans, je pense. Donc non, Ça va c'est être très magnifique rapide. aussi. C'est très rapide. Non, simplement, j'ai vu des interviews de toi sur ce sujet qui dataient d'il y a un peu plus d'un an, si je me souviens Non, bien. c'est parce que c'est effectivement, c'est peut-être à Sud Radio, parce que Oui. Brigitte Lahaie savait que j'avais ce projet un de ces jours, Hmm. mais je vais pas. Et donc elle en avait parlé, mais sinon non, c'est un projet, mais que j'ai vraiment abouti il y a 6 mois, quoi. Ok, super. Je reviens vers toi qui nous regarde pour dire que j'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas comment Hélène aborde le sujet et mes questions seront peut-être ineptes ou trop candides pour certaines, mais ce sont juste mes questions sur ce sujet que je trouve vraiment passionnant. J'aimerais d'ailleurs te dire explicitement que j'ai hâte de lire ce livre et que j'invite tout le monde à se le procurer et te remercier pour l'occasion que tu nous donnes d'aborder ce sujet là précisément sur la chaîne. Je suis vraiment content qu'on puisse échanger là-dessus, ouvrir un espace qui traite de ce syndrome du sauveur. Donc, merci beaucoup pour ça, encore. Merci encore, moi. Je dis la même chose. Merci. Quand j'ai su que nous allions échanger sur ce sujet, la première question qui m'est venue est la suivante. Est-ce que, j'allais dire presque mathématiquement, on veut aider les autres à la mesure de l'amour qu'on aurait aimé recevoir et que par conséquent, nous n'avons pas reçu? Oui, alors je voudrais faire un préambule Je t'en prie. de quelque chose que je vis et qui est très étonnant. À chaque fois que je parle de ce livre autour de moi, mes amis, ma famille, des copines ou copains journalistes et qui donc n'ont pas encore lu le livre puisqu'il vient de paraître, tout le monde me dit, 100% des personnes me disent la tragédie du sauveur ou le besoin ardent d'être aimé. Ah, mais c'est tout à fait moi. Donc je suis vraiment très étonnée de ces réactions parce que
Je m'attendais à ce que ça touche 20% de la population et en fait, tout le monde semble se reconnaître dans cette étiquette de sauveur. Alors ensuite, ta question est pertinente quand tu dis est-ce que finalement, si j'ai bien compris, est-ce qu'on fait aux autres ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse? Oui. Et dans les tragédies du sauveur, ce que je précise, c'est que la toute première tragédie, c'est qu'il s'est sauvé. Il ne peut avoir l'étiquette de sauveur que parce qu'il s'est sauvé. Et pourquoi il s'est sauvé et pourquoi est-ce une tragédie? C'est parce qu'il a commencé très tôt. Très souvent, les sauveurs adultes ont été des sauveurs enfants, des enfants parentifiés, pour des petites ou grandes raisons, soit c'est juste des parents qui sont pas très en forme, mais ça peut être une mère déprimée, ça peut être un père alcoolique, une sœur handicapée, un frère qui se drogue, enfin, il peut y avoir beaucoup de raisons qui font qu'un enfant se retrouve à porter le poids d'une famille à sauver. Et bien sûr, à l'âge adulte, il va continuer. Mais c'est très fort de commencer directement par ça, puisque déjà dans toutes les informations que tu me donnes, il y a énormément de personnes qui vont se sentir visées, donc il y a un effet vraiment identificatoire de la part des gens qui vont se reconnaître dans ce besoin d'être aimé qui se transforme en fait en besoin de sauver les autres. Donc c'est hyper intéressant de voir que les gens viennent à toi, parce que des fois, les étiquettes sont considérées comme étant un peu flatteuses d'une certaine façon et on ne va pas se proclamer de cette étiquette-là. Et là, on est sur une étiquette un peu trouble finalement, puisque le sauveur, ça a une image assez positive, et le besoin d'être aimé, je ne sais pas si on en est très fier. Oui, c'est ça qui est surprenant, mais je précise pour l'anecdote que je me suis amusée à faire un quiz dans mon livre pour que les gens repèrent s'ils sont sauveurs ou non. Donc, et c'est amusant et l'éditrice a trouvé ça très drôle et m'a dit je l'ai fait, je suis sauveuse. Mais les gens revendiquent. En fait, pourquoi ceux qui étaient autour de moi m'ont dit ah ben c'est tout à fait moi. Je crois que, enfin, je suis sûre d'ailleurs que dans cette petite phrase en disant c'est tout à fait moi, j'entendais toute la tristesse de pas avoir eu assez de reconnaissance à défaut d'amour. Et la tristesse d'avoir l'impression d'avoir aidé des ingrats, quoi. Il y a beaucoup de gens qui de fait se rendent pas compte que rien que le titre, il est pas très valorisant, même si je parle de ces sauveurs avec énormément de tendresse en disant que ce sont des belles personnes, mais malgré tout, ils le revendiquent parce que il y a une petite colère et une petite tristesse derrière. Okay. Ouais, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans l'échange, mais oui, cette espèce de, comment dire, de quête de reconnaissance qui va déclencher peu ou prou des dettes envers les personnes sauvées, enfin, des personnes sauvées envers le sauveur, d'une certaine façon, on y reviendra tout à l'heure. Moi, ce que je me disais, c'est alors j'ai peut-être fait le chemin un petit peu tard, les connexions se font pas toujours au même moment pour les gens, mais juste je me suis dit par rapport à cette histoire d'enfant qui souvent se retrouve à devoir prendre soin de ses parents à la place, une situation inversée en fait. Et ce que je me demandais c'est, on parle des enfants qui ont dû tenter de sauver leurs parents ou les deux pour que ces derniers prennent un minimum soin d'eux en retour. Parce qu'en fait, donc c'est une question, c'est-à-dire un enfant, il est censé être dans un environnement sécure pour pouvoir tester, se tromper, recommencer, se sentir soutenu, se sentir épaulé. Et donc, quand ça n'advient pas, et quand ça n'advient pas du tout, cet enfant, je crois qu'un des réflexes possibles, c'est qu'il veut réparer son parent de manière à ce que celui-ci lui fournisse ce cadre-là malgré tout, comme une sorte d'instinct. Tu me rejoins là-dedans ou je débloque? Je suis pas sûre. Je crois que les enfants sont vraiment ont une intuition incroyable et une perception très fine de leur environnement. Et je pense qu'ils savent que c'est fichu. Ils savent qu'ils obtiendront rien de plus que de l'attention et ils savent que c'est à fond perdu. Ils savent que c'est à fond perdu.
mais ils se disent je vais exister, à défaut d'être oublié ou nié, j'existe et je joue un rôle. Et on est là à l'origine du faux self, c'est-à-dire d'une personnalité qu'ils vont, un uniforme qu'ils vont endosser, l'uniforme du sauveur, et qui bien sûr leur correspond pas. Et ta remarque est là aussi est à nouveau très pertinente. Ils sont obligés de s'oublier et d'être une autre personne pour pouvoir exister comme je le disais. Et ça, c'est donc à l'âge adulte une autre tragédie. C'est j'ai dû effacer ce que je suis pour pouvoir remplir un rôle. Et il n'y a que comme ça que je pense pouvoir exister. Et ça colle à l'adulte sauveur, c'est-à-dire je n'existe que dans mon uniforme de Superman ou de Superwoman. Mais moi, finalement, je me suis oubliée en cours de route. Ouais, merci pour ça. Moi, je suis touché par ce que tu dis, parce que je l'avais pas vu comme ça. Ce truc de, ils savent, mais ils y vont quand même. Et puis cette graine du faux self que ça, même les premiers pas dans le faux self que ça constitue. Ouais. Euh, En fait, j'ai cette image-là dans ce que tu me disais, c'est que je voyais, tu sais, comme un tableau de bord avec toutes les aiguilles qui partent dans tous les sens. Euh, Comme si ça faisait ça direct, quoi. Et que donc, du coup, après, derrière, pour redresser la barre, c'est presque pas possible parce qu'on sait plus ce que les voyants indiquent, en fait. Si, c'est possible, heureusement, hein, mais c'est vrai que c'est démarrer sa vie dans des circonstances complexes et à l'âge adulte, continuer en ne sachant faire que ça. Et voilà, et là, d'où la deuxième ou la troisième tragédie, qui est ce besoin ardent d'être aimé. Donc ils font ça pour ça, mais la tragédie, c'est qu'ils n'obtiennent jamais de l'amour. Jamais. Ils obtiennent de la reconnaissance, de l'admiration, de l'intérêt, mais jamais d'amour. Est-ce que, justement, j'imagine que dans ce que tu me dis, tu as creusé le pourquoi ils ne reçoivent jamais d'amour? Oui, ils ne reçoivent jamais d'amour parce que la relation est viciée dès le départ. Elle est faussée. Le sauveur est dominant, le sauvé est victime, est dominé. Donc il y a une relation de pouvoir qui est involontaire, hein, d'un côté. Et donc le sauveur se met dans une logique d'abnégation, donc de renoncement à sa propre identité pour être attentif au sauvé. Et le sauvé va vivre plusieurs choses difficiles, lui aussi, plusieurs tragédies. D'abord, il y a une grande honte à avoir perdu sa dignité devant quelqu'un. Par ailleurs, il y a aussi une espèce de culpabilité parce que la dette est abyssale. C'est-à-dire que le sauvé va avoir l'impression que le sauveur lui sauve la vie. Je donne un exemple, par exemple, dans mon livre, où il y a une femme, on va l'appeler, je me souviens plus du prénom que j'ai donné, on va l'appeler Carole, qui sauve Béatrice. Béatrice qui vient de se séparer de son compagnon, qui est au fond du gouffre, ça se passe mal. Elle voit plus ses enfants aussi souvent qu'avant. Enfin, et elle est vraiment accrochée à Carole comme une moule sur un rocher. Et Carole vraiment se donne à fond, l'appelle régulièrement, lui porte à manger, la soutient, sèche ses larmes, l'encourage. Enfin, il y a vraiment une relation comme savent faire les sauveurs, c'est-à-dire donne tout, quoi. C'est comme donner un biberon de façon continue, quoi. C'est constant. Puis Carole, qui n'en était pas à son premier sauvetage, sait qu'au bout d'un moment,
ça risque de mal se terminer, parce qu'une autre des tragédies, c'est que le duo devient un duel à la fin. J'y reviendrai éventuellement. Et donc, Carole a une présentation PowerPoint à faire, et elle sait que Béatrice est assez douée là-dedans. Et donc, Carole se dit, pour essayer de compenser cette dette, je vais lui demander un service. Et donc, Béatrice, volontiers, l'aide à faire sa présentation PowerPoint, etc. Et puis, quelques temps plus tard, Béatrice dit à Carole, mais mais tu te rends compte, tu me sauves la vie, c'est incroyable. Et là, Carole dit, oui, mais toi, tu m'as drôlement aidé pour le PowerPoint, parce que vraiment, j'y arrivais pas, c'était trop difficile. Et là, Béatrice lui dit, mais qu'est-ce que c'est que sauver un PowerPoint par rapport à sauver ma vie? Et là, elle signifie, mais la dette, elle est tellement abyssale que je pourrais jamais te la rembourser. Et donc, on est dans ce décalage-là qui fait que le sauveur sait que c'est compliqué. Si à un moment, le sauveur dit « et moi », personne l'entend. On n'a jamais vu un ambulancier qui, tout d'un coup, disait à son patient à l'arrière du véhicule « Bon, allez, j'en ai un peu marre de conduire, viens conduire à ma place ». C'est fini. La règle du jeu est posée, les rôles sont déterminés, on peut plus revenir en arrière. Ouais, donc en fait, une relation qui va commencer sous ces auspices-là est, de ton point de vue, presque impossible à remettre sur des rails Oui, plus sains, d'une oui, certaine façon. oui. Ok. Oui, comme ce que je disais tout à l'heure, parce que le sauveur sait sauver, parce que le sauveur sait se nier pour être complètement à l'écoute de l'autre, et qu'il sait vraiment être très présent et donner le maximum, et y arriver. Alors, pas complètement, le remet sur rail, après le sauver a son boulot à faire, mais en situation d'urgence, il est irréprochable. Hmm. J'entends bien. J'avais un truc qui était là, je sais pas trop comment l'aborder. Je vais te le donner comme il vient et puis on verra si on en fait quelque chose. J'étais avec en fait la tristesse infinie que peut ressentir peut-être un enfant à voir son parent triste malgré le fait que lui soit là. Donc c'est dire, je ne suis pas une raison suffisante pour que mon parent aille mieux. Est-ce que ça crée potentiellement un sauveur en devenir ou pas, ce contexte-là? Est-ce que je l'ai assez bien explicité? Oui, oui, très bien. Oui, dans mon livre, j'ai inventé plusieurs figures d'enfants sauveurs. J'ai mis l'enfant paratonnerre, l'enfant symptôme, l'enfant soleil, l'enfant doudou. L'enfant, quand il tente de sauver, tu as tout à fait raison, il voit bien qu'il va pas y arriver complètement, c'est qu'un enfant. C'est peut-être pour ça aussi qu'à l'âge adulte, il se donne à fond, c'est pour compenser le fait que petit, là, et pour le coup, il n'arrive pas à sauver complètement. Par exemple, s'il essaye de faire rire ses parents, il va peut-être y avoir un petit sourire, et puis ça va repartir dans la déprime. Si il fait en sorte d'être mauvais à l'école pour que son père et sa mère se retrouvent au-dessus de son bulletin scolaire mauvais pour échanger et enfin se parler. Oui, je pense que la tristesse de l'enfant, elle est quand il voit que toutes ces démarches apportent un petit résultat, mais pas un résultat complet. Hmm. Ouais, ouais, ouais. C'est très touchant en fait. C'est vrai que dans ce que tu disais au départ, il y a le fait que tu trouves que c'est des personnes qui sont de belles personnes avec de belles valeurs et puis enfin, finalement une abnégation qui peut forcer l'admiration finalement. Mais il y a quelque chose de très dur aussi dans le constat que tu fais, dans ce que tu amènes, ce que tu mets sur la table, quelque chose de très dur où la métaphore que je prendrais, qui est pas de moi mais que je trouve extrêmement puissante parce que simple et accessible vraiment très rapidement, c'est la métaphore du cadeau. Quand on fait un cadeau et qu'on attend que la personne soit contente du cadeau qu'on lui offre, alors bah, que du coup, si jamais la personne ne réagit pas comme on veut, elle nous enlève le plaisir d'avoir fait un cadeau puisqu'on voit que c'est un business direct. Puisqu'on est confronté au fait qu'on attend une réaction précise de la part de la personne et qu'on est donc bien en train d'acheter son amour.
d'acheter son attention, d'acheter sa fidélité, sa reconnaissance éternelle, etc. Et que donc, du coup, le cadeau, s'il n'est pas pris exactement comme nous, on voudrait qu'il soit pris, quand on nous dit, bah, ton cadeau, j'aime pas trop, je vais le donner à quelqu'un, et ben là, à ce moment-là, la personne, elle dispose vraiment d'un cadeau en se disant, j'en fais ce que je veux. Et si Oui, derrière, bah, nous, on se permet et on dit, mais non, enfin, je l'ai pris, je l'ai choisi pour toi, mais ce que je veux entendre, c'est que j'ai bien choisi, c'est que c'est exactement ce que tu voulais, que ça te manquait, que j'avais fait des fines observations et tout ça. Et on se retrouve face au business qu'on est en train de mettre en place. Et là, à ce moment-là, on se sent démasqué et vu dans quelque chose qui n'est pas du tout altruiste, pas du tout généreux, pas du tout comme on pouvait s'y attendre. Si la personne joue le jeu, ça marche toujours bien. L'illusion est là. Mais si jamais elle arrête de jouer le jeu, à ce moment-là, on se prend notre, quelque part, imposture en pleine tête, d'une certaine façon. oui, c'est vrai que quand on fait des cadeaux, on pourrait penser qu'on est dans l'abnégation totale et le don absolu, mais non, quoi. C'est Mauss qui a écrit un livre qui s'appelle La logique du don et qui explique bien qu'un don, c'est donner, et puis c'est recevoir, et puis c'est rendre. Et il explique bien que quand on rend pas, ben c'est compliqué, on est en dette. Hein, c'est ce que je disais sur les sauvés, c'est-à-dire que ils peuvent pas rendre et donc ils sont en dette et c'est compliqué. Et quand on fait un cadeau, ben quelquefois on peut le faire comme un petit sauvetage, quoi. C'est tiens, telle personne, il lui manquait ça, je vais lui offrir. Et puis quelquefois on peut tomber à côté et si la réaction de l'autre est pas très bienveillante, maladroite, on le vit pas très bien. On le vit doublement pas bien. D'abord parce qu'on se dit bah tiens j'ai manqué ma cible, et puis aussi parce qu'on se dit mais finalement j'étais pas si généreuse que ça, quoi. Parce que moi j'attendais quelque chose en retour, et c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Ouais, ouais, bah, je trouve que c'est important de parler de ces zones d'ombre un petit peu là où on se trouve moins beau que prévu et où, en prenant conscience du fait qu'on est moins beau que prévu, on a plusieurs solutions, dont celle du déni qu'on peut mettre par-dessus et rejouer, remettre une pièce dans la machine et repartir pour un tour. Ce que je voudrais dire par rapport à cette histoire de dignité et de dette, c'est un récit qu'un humoriste avait posté, et que je cite, je me souviens plus du nom de l'humoriste, mais c'était intéressant. Il racontait que sa maman régulièrement allait donner un petit peu à manger à une voisine dans son immeuble qui avait une grande famille. Et donc, et de temps en temps, elle disait à son fils, tiens, va demander du sel à la voisine. Et son fils lui disait, bah, enfin, c'est ridicule, on en a là du sel. Oui, mais ça fait rien. Va lui demander du sel, parce que comme ça lui redonnera sa dignité. Ouais, Une autre histoire africaine, où là, c'était un papa qui, la nuit, disait à son fils, voilà, va porter ce bol de manioc, là, va le poser devant la porte de telle maison, la nuit. Et le fils disait, bah, pourquoi tu vas pas le donner quand ils sont là? Il dit, non, non, je veux qu'ils sachent pas qui leur a donné, comme ça leur enlève pas leur dignité. hmm, Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose hein, dans ces dons et dans ces sauvetages qui sont de l'ordre de la dette, de la dignité, enfin il y a tout ça qui se joue, et c'est vrai que c'est bien plus lourd que ce qu'on imagine, quoi. Et c'est vrai que quand on parle de la tragédie du sauveur, on se dit, oh bah, il sauve quand même, hein. Et on voit pas que derrière il y a tout ça, quoi. ouais. Et pourtant, ce que tu viens de me dire là, à travers ces deux exemples qui sont assez simples, c'est que finalement, c'est comme si la conscience populaire le savait déjà, ça. Oui, Euh, oui, donc, en fait, euh, tu, tu- ton livre est basé aussi sur une conscience que certaines personnes peuvent avoir, certaines cultures peut-être peuvent avoir plus que oui, d'autres. oui. Et peut-être que Les nous, on est un cultures peu déracinés primitives, à ce niveau-là. oui, oui. Les cultures primitives, et c'est pour ça que je parle de la logique du don de Mauss, M-A-U-2-S, parce qu'il parle beaucoup de ça dans les cultures primitives, dans tous ces gens avec, il faut absolument rendre, quoi, hein. Quand on nous a donné quelque chose, il faut rendre, parce que sinon on va être en dette, et ça va être terrible. Donc il y a cette logique-là qui est assez intéressante, la logique du don. Hmm.
Ouais, merci. Sujet passionnant. Je suis déjà nourri. Donc, à partir de il y a déjà 10 minutes, c'est du bonus, cette histoire. Euh, j'ai envie de te poser une question à laquelle t'es pas obligé de répondre, mais je suis obligé de te la poser, moi, tu vois. Je joue mon rôle et en même temps, je suis curieux et je suis là pour ça. Est-ce que tu as écrit ce livre parce que ce syndrome te concerne ou te concernait personnellement? Oui, donc j'avais bien anticipé la pertinence de ta question. Oui, oui, la réponse est oui. J'ai écrit ça parce que j'ai été longtemps dans ce travers. Ça fait un moment que c'est passé. Et justement, tout d'un coup, je me suis dit, mais tiens, j'aimerais bien y revenir. Et il y a quelques exemples que je cite dans le livre. Hein, c'est constellé d'exemples pour rendre ça vivant et clair. Et il y a des exemples qui me sont personnels, et en particulier une personne que j'avais vraiment sauvée, mais si c'était à refaire, je le referais parce qu'elle allait vraiment mal, et que voilà, sauf que j'irai pas aussi loin que là où je suis allée. J'en parlerai tout à l'heure, hein, du franchissement de la ligne rouge. Et cette personne-là, un jour où je l'avais invitée à dîner et où elle allait beaucoup beaucoup mieux, un peu grâce à moi et beaucoup parce que je l'avais poussée à voir un psy et à faire ce travail personnel. Et au moment de partir, elle m'embrasse, c'était une amie, et elle me dit mais tu sais que toi, tu as pris une trop grande importance dans ma vie. Je voulais dire très grande importance. Oh. Voilà, le lapsus, il voulait tout dire. Elle avait dit trop au lieu de très. Hein. Donc on voit bien. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est foutu. On Hmm. est dans la phase de l'autre tragédie qui est le duo qui devient un duel. Parce que quand le sauveur a sauvé, souvent, il va aller trop loin. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un va mal, au lieu de l'appeler tous les 2-3 jours, il va l'appeler 4 fois dans la journée. Et puis quand le sauvé va commencer à aller mieux, le sauveur souvent accélère ses dons parce qu'il sent que sa victime va lui échapper, et sans aucun machiavélisme, sans aucune perversité, il se dit mais si j'ai plus mon uniforme, je suis plus rien. Donc comment faire pour garder le sauvé un petit peu sur la brèche et moi encore un peu de fonction pour garder une identité. Et donc c'est à partir de là que ça se transforme en grosse difficulté pour tout le monde, parce que dès que le sauvé va mieux, ben on voit bien que le sauveur, il n'a plus trop de nécessité. Et donc à partir de là, il peut y avoir soit le sauvé qui l'agresse, soit le sauveur qui essaye de maintenir son sauvé dans son giron en disant non, reprends pas tout de suite le travail, ou non, te remets pas avec ton compagnon après tout ce qu'il t'a fait, ou non, enfin, qui va essayer de maintenir ce duo. Et puis l'un ou l'autre va craquer et se montrer un peu agressif, ou alors va au contraire être faire le mort et plus donner de nouvelles et couper quand même cette relation qui était allée trop loin. J'ai une question qui m'est venue dans l'oreillette de la part de Gaëtan et je peux pas m'empêcher de la poser aussi celle-ci. Est-ce que du coup ce livre il est écrit pour sauver les sauveurs? Ce livre est écrit pour sauver les sauveurs, bravo Gaëtan. Hmm. Oui, le livre, c'est j'ai voulu sauver les sauveurs. Ok. Comment c'est que ce soit vu pour toi? Comment c'est que ce soit vu par Gaëtan et que ce soit dit là, ça va Ah oui, oui, avec oui. ça? Ah non, Ouais, c'est génial. ok, super. Au contraire, c'est ce que je dis. Je suis pas sûre de l'avoir écrit dans le livre, mais c'est ce que j'ai dit à mon attaché de presse. J'ai dit oui, oui, surtout insister sur le fait que mon projet, c'est de sauver les sauveurs. Et voilà, un clin d'œil par rapport à ça. Oui, 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 oui. Ok. Et j'ai entendu justement dans la réponse précédente que tu me donnais le mot de victime pour parler du sauvé finalement, qui est donc ben, un mot qu'on retrouve dans le triangle de Karpman qu'on connaît si jamais on a deux, trois notions en psychologie. Et ce qu'il y a, c'est que tu viens juste du coup d'amalgamer deux, deux mots, c'est-à-dire le sauvé et la victime pourraient être parfois les mêmes personnes. Et Oui, oui. est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et puis du triangle? Qu'est-ce qu'il t'apporte, toi, dans ton travail par rapport à ce thème-là? Alors, je cite le triangle de Karpman en 3 lignes, parce qu'on ne peut pas parler des sauveurs et des sauvés sans parler du triangle de Karpman.
mais mon livre n'a rien à voir avec ça, parce que mon livre, c'est un duo. C'est-à-dire, il n'y a pas les trois personnages du triangle de Cartman dans ces jeux psychologiques où il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. Il n'y a pas ça. Donc, je suis obligée d'en parler parce que sinon, on va croire que je suis passée à côté. Mais là, c'est vraiment uniquement ce qui se joue de façon duel. Et le triangle de Cartman, c'est aussi souvent assez ponctuel, hein, en particulier dans le milieu professionnel. Donc, c'était pas mon sujet. Donc, j'en parle pas. Et je parle plus du psychisme du sauveur et du sauvé. Voilà. Et puis, je précise que je dis sauveur et non pas à chaque fois sauveuse et sauveur, parce que sinon, c'est trop compliqué et trop difficile à lire. Mais bien évidemment, il y a autant de femmes que d'hommes. Je fais un petit focus sur les femmes et sur les hauts potentiels intellectuels en disant qu'ils sont souvent happés par ce rôle, mais il y a aussi beaucoup d'hommes sauveurs. Hein, donc voilà, c'est sauveuses et sauveurs. Ok. Bah, merci de faire cette précision parce que moi je peux la faire aussi, c'est-à-dire qu'en écrivant les questions, j'avais à cœur d'être inclusif et de dire à chaque fois, et puis j'ai renoncé pour les mêmes raisons que toi. Du coup, c'est bien, on se rejoint là-dessus aussi, et puis ça n'empêche pas que oui, quand on parle de tout le monde et de toutes les personnes qui se sentent concernées. Et je me posais cette question-là, qui a toujours à voir avec le triangle. Après, je te laisse tranquille avec ça, mais je me demandais juste, est-ce qu'on peut devenir sauveur pour ne plus être victime et pour s'en assurer et pour ne pas, en fait, pour rester dans l'angle le plus valorisant du triangle et laisser tomber la possibilité d'être les deux autres. Non, parce que je crois que c'est vraiment spontané et qu'on peut pas se dire tiens, aujourd'hui, je vais être sauveur, comme ça sera mieux que victime et ça sera mieux que sauvé, je vais m'y mettre. Non, c'est des personnages, enfin des rôles qu'on adopte de façon spontanée et qui sont tellement habituels que d'ailleurs souvent, sauf à se questionner, on le fait spontanément, quoi. On n'y réfléchit pas. Ouais. Je voulais savoir si à ta connaissance, est-ce qu'on peut être un sauveur heureux et épanoui? Oui, je donne l'exemple dans mon dernier chapitre, Comment guérir, parce qu'à la fin, je donne des pistes. Je donne un exemple très émouvant de la maman d'un ami, Jeanne, je crois que je l'ai appelée, qui a passé toute sa vie, du premier jour de son mariage jusqu'à aujourd'hui, elle a 85 ans, a passé toute sa vie à faire venir chez elle, alors qu'ils avaient un fils unique et au début un très petit appartement. Donc elle a passé toute sa vie à recueillir sa vieille tante, son vieil oncle, son père, sa mère, etc. Enfin, la maison était sans arrêt pleine de gens qui allaient mal. Un jeune cousin handicapé, alors que la maison était très petite, donc tout le monde s'entassait, elle faisait tout du matin au soir, du sol au plafond. Et puis ils ont fini par acheter une maison. Alors là, elle a rempli encore plus, c'est-à-dire plus c'était grand, plus elle remplissait de personnes vraiment en grosse difficulté. Et puis l'âge arrivant, tout le monde est mort, hein, son oncle, sa tante, son père, sa mère, le cousin, la cousine, enfin bref. Et elle s'est retrouvée toute seule. Et là, le fils, Hervé, lui se dit, fils adulte, hein, 45 ans, se dit, tiens, je vais enfin pouvoir choyer ma mère. Et tiens, je vais lui proposer de venir en vacances avec nous en Corse. Et donc il l'appelle, hein, parce qu'elle est dans le sud de la France, lui il est à Paris, il l'appelle et elle dit, non, je peux pas, j'ai 5 chats à nourrir, je peux pas. Et là, elle lui explique, quand elle s'est retrouvée toute seule dans la maison, la première chose qu'elle a faite, ça a été de mettre une gamelle devant le portail avec plein de croquettes. Et puis il y a les chats qui sont arrivés, elle a mis une autre gamelle, et puis petit à petit, elle a rentré les gamelles jusqu'à ce que ça soit chez elle. Et elle a pris comme ça 5 chats, et maintenant elle peut plus bouger parce qu'il n'y a qu'elle qui sait s'occuper des chats. Et donc c'est mon introduction au chapitre Comment guérir. Ma première remarque, c'est il faut vouloir. Il y a des gens qui sont sauveurs et c'est une identité dont ils veulent absolument pas se débarrasser jusqu'à la fin de leur jour. Alors,
elle est bien comme ça. Elle reconnaît de temps en temps quand même que tous les gens qu'elle a sauvés, ils n'ont pas toujours été très reconnaissants, hein, qu'il y en a bien qui étaient ingrats et qui disaient pas trop merci. Mais elle, c'est sa vie. Et là, à l'âge qu'elle a, sur son uniforme, elle veut surtout pas être défroquée et qu'on lui dise que c'est fini. Non, non. Et donc, elle a continué. Maintenant, elle est sauveuse de chats. C'est super comme histoire, c'est très fort. En plus, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai vu en séance hier pour la première fois et qui a 83 ans et qui est exactement là-dedans. C'est d'une résonance totale pour moi. Alors, je sais que tout le monde s'en fout, mais je peux pas je peux pas Oui, oui, m'empêcher oui, de le dire comme ça, c'est dehors, tu vois. Je peux penser à autre chose. oui, oui, Par contre, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que spontanément, on se dirait, voilà, on va les aider, on va les sauver de force quand même, ces sauveurs-là. Sauf qu'il y en a qui veulent pas, hein, ils sont bien comme ça, et puis bon, ils sont un peu quelquefois en colère ou tristes parce qu'ils obtiennent pas ce qu'ils veulent, mais malgré tout, ça leur convient, quoi. Donc faut les laisser tranquilles, hein. ouais. Bah, du coup, ça rejoint la question que j'avais écrite juste après, qui est une variante un peu des deux, ouais, de ce qu'on vient d'évoquer. Mais je voulais parler avec toi de quelque chose, moi, qui me saute aux yeux régulièrement et que j'ai rarement entendu médiatiquement aborder. En fait, nombreux sont les personnes qui aiment sauver, soutenir, aider les autres et qui ne supportent pas qu'on fasse la même chose pour elles. Est-ce que par hasard cet aspect donc est abordé dans ton livre? Tu viens d'y répondre. Et est-ce que tu veux bien nous donner ton éclairage sur ce phénomène? Parce qu'en fait, vraiment, des fois, c'est épidermique. Ces personnes-là, en fait, elles vont aider, aider, aider. Et on a presque l'impression qu'elles seraient vexées d'accepter de l'aide alors qu'elles en fournissent à tour de bras. Et là-dedans, il y a un bug et une absurdité qui n'échappe pas à quelqu'un qui, bah voilà, qui fonctionne comme toi et moi. Euh, et, 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 et j'ai jamais entendu personne l'aborder ce truc-là. Alors peut-être que Si, j'écoute juste pas ouais, les bons trucs, ouais. mais Non, non, j'en parle de cette difficulté à recevoir. Pourquoi? D'abord parce que ils savent très bien que ils vont être en dette. Inconsciemment ou consciemment, ils savent que ça va être une dette. Et puis par ailleurs, euh, qu'est-ce qui pourrait les combler? C'est l'amour intense et énorme de leurs parents. C'est une quantité d'amour colossale. Or, ils sont des puits sans fond. Donc, qui va pouvoir leur faire un don qui va les satisfaire? Personne. Et si jamais on leur fait un cadeau qui est à côté, qui est pas adapté, hein, moi j'avais une patiente, elle me disait à chaque fois que mon anniversaire ou Noël arrive, je suis catastrophée parce que je sais que ma mère va m'offrir un truc nul ou à côté. Et donc à chaque fois, je me prends un coup derrière la tête qui vient me rappeler combien ma mère se fiche complètement de moi, me connaît pas et me fait des cadeaux inappropriés. Donc les sauveurs aiment pas les cadeaux. Aiment pas du tout ça parce que ça les met en dette et parce que le cadeau n'est jamais suffisant. c'est très intéressant cet aspect-là des choses. Le puissant fond, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pour le coup assez facile à s'imaginer. Je sais pas, j'avais presque l'élan de m'adresser aux personnes qui se sentent concernées par ce sujet du sauveur. Et ouais, j'aurais presque envie de m'adresser en fait à toi qui regarde la vidéo et te poser cette question. Si tu te sens concerné par cette étiquette-là, par cette appellation-là, est-ce que si tu te poses avec qu'est-ce qui pourrait me combler, comment ce serait possible est-ce que ce serait possible que quelqu'un me comble d'une certaine façon? Est-ce que tu sens ce puissant fond s'ouvrir ou pas? Je trouve que c'est une super question, même si elle est peut-être un petit peu vertigineuse. Mais peut-être que tu seras pas le seul ben, à ressentir ce que tu ressens. Et si je sais pas si tu réagis dans les commentaires et quelqu'un vibre sur la même chose que toi, en fait, je pense qu'aussi il y a cette histoire de l'isolement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une lutte contre la solitude derrière cette mécanique et qu'en même temps, chacun va vivre sa façon d'être sauveur de façon très personnelle, euh, très singulière. Et que donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de sauveurs qui parlent entre eux de à quel point ils sont fragiles et vulnérables et à quel point ils peuvent se sentir euh, pas suffisants aussi, parce que j'imagine que ça va avec aussi ça.
Oui, mais ils se sentent, sauf à se poser la question, ils se sentent pas vulnérables et ils ont l'impression qu'ils sont très forts et qu'ils sont solides. D'ailleurs, ils sont peu souvent seuls parce que quand ils sont seuls, l'angoisse ou la tristesse peut les rattraper. Donc ils sont souvent avec du monde, ils font beaucoup de choses, ils sont assez actifs. Donc c'est d'ailleurs au moment où le sauveur va décider de se questionner et d'avancer vers leur vraie personnalité, leur vrai chemin, c'est très très dur pour eux parce que ils sont souvent dans l'illusion d'avoir été Superman ou Superwoman et tout d'un coup ils découvrent que tout ça s'était intéressé alors qu'ils croyaient être d'une générosité absolue et d'une abnégation totale. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience que tout ça était un mécanisme de défense par rapport à leur manque d'amour et à leur peur de ne pas être aimé et leur solitude et leur tristesse et la volonté de guérir en eux le petit enfant blessé. Donc quand il y a cette prise de conscience-là, ils tombent du piédestal qu'ils s'étaient eux-mêmes construits et c'est douloureux. C'est douloureux de se dire finalement je ne suis pas une si belle personne que ça, alors qu'en fait ce sont des belles personnes. Mais se rendre compte qu'on était intéressé dans l'histoire, c'est un peu compliqué. J'irais même jusqu'à dire, je pense que tu me rejoindras là-dessus, mais t'es pas du tout obligé, que c'est la personne descendue du piédestal qui a besoin d'être aimée. C'est elle qui a besoin d'amour. Oui, oui, oui. Et puis c'est elle, tout à fait, et c'est elle qui a besoin de repérer que elle est dans une répétition de quelque chose, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle va pouvoir arrêter le cercle vicieux de répétition. Elle va également comprendre qu'elle avait mis en place un système toxique hein, en s'appropriant un sauvé et en y allant à fond. Elle va se retrouver aussi avec un conflit de loyauté en se disant oui, mais si je guéris, alors je vais plus aider les autres, or je sais les aider. C'est quand même bêta de pas pouvoir faire ce que je sais faire. Donc il y a toutes des négociations avec soi-même pour passer finalement de sauveur compulsif à aidant sain. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une notion, enfin, c'est une distinction qui est très précieuse, le fait de passer de sauveur à aidant saint, ce que tu viens d'indiquer. Je fais juste un tout petit, je reviens en arrière parce qu'il y a quelque chose qui attirait mon attention, c'était, ce serait donc un des pires ennemis d'un sauveur, c'est sa vulnérabilité, c'est ça? Oui, c'est sa vulnérabilité, mais je crois que le pire ennemi, c'est son absence de conscience qu'il fait quelque chose de façon excessive. Et que, par exemple, au lieu de proposer son aide, quelquefois, il va l'imposer. Et que bien sûr, entre proposer et imposer, on voit toute la marge qu'il y a. C'est cette prise de conscience-là qui est le pire ennemi, parce que, et là ça rejoint ta première remarque, parce que les gens, quand on leur dit qu'ils sont des sauveurs, ils vivent ça comme quelque chose de très positif. Je suis Ouais, une ouais. belle personne, je sauve. Ce qui est vrai quand même, mais quand on est sauveur compulsif comme ça et qu'on ne peut vivre que dans cette addiction, c'est un problème pour soi, bien plus que pour le sauver. Du coup, oui, c'est vrai qu'il y a cette distinction-là. Quand on sauve quelqu'un, généralement, c'est d'une situation où il a même pas le temps de demander de l'aide. Oui, Quand, si quelqu'un chute du balcon et qu'on le rattrape, je prends cette image-là, mais j'en sais rien, c'est qu'on va pas avoir le temps de lui demander, tu veux que je te rattrape? On va le faire. Et donc, il sera sauvé. Alors que si on aide, il y a, est-ce que tu veux être aidé? Est-ce que je peux t'aider? Et est-ce que tu en as l'élan, toi aussi, que je t'aide? Et donc, du coup, c'est beaucoup plus doux comme démarche, beaucoup plus respectueux. Mais si quelqu'un est en train de tomber, effectivement, d'un balcon, bon, ben, comme on n'a pas le temps. Donc, en fait, c'est se mettre dans cette situation d'urgence-là, même quand des fois, ça n'en a pas l'urgence, finalement. C'est pas cette urgence-là, oui, mais on la vit comme ça.
c'est ça? Oui, oui, tout à Ok. fait. Et je donne des exemples de sauveurs saints ou aidants saints, c'est-à-dire c'est des gens qui se sont d'abord sauvés eux-mêmes et à partir de là, ils vont savoir sauver correctement, ils vont savoir aider. Je donne deux exemples. Je donne l'exemple de l'hôtesse de l'air dans un avion. Dans un avion, l'hôtesse de l'air précise qu'en cas de dépressurisation de l'appareil, il y a un masque à oxygène qui va descendre. Et là, à chaque fois, l'hôtesse dit, si vous avez des enfants à côté de vous, commencez par vous mettre votre propre masque et ensuite seulement, vous pourrez aider correctement vos enfants. Là, tout est dit. C'est-à-dire, je vais me sauver moi, et puis après, comme ça, je vais pouvoir aider de façon correcte. Et j'ai un autre exemple qui est vraiment spectaculaire, où j'étais en vacances à l'étranger avec un couple d'amis qui avaient leur fille Marion, je vais l'appeler Marion, de 16 ans. Et on est arrivé le samedi, et le dimanche matin devait venir nous rejoindre un copain, Paul, chirurgien très connu et très compétent. Et donc le samedi soir, Marion, 16 ans, se met à se tordre de douleur par terre, à hurler, elle avait mal, elle avait mal, elle avait mal. Alors on est obligé de l'emmener en urgence à l'hôpital. Et là, il y avait un jeune interne, c'était les vacances, qui n'était pas très rassuré, un jeune interne en chirurgie, et qui n'arrive pas à faire le diagnostic, qui dit colique néphrétique, peut-être appendicite. Bon, et là on lui dit, est-ce que vous voulez qu'on appelle notre ami chirurgien? Donc on lui passe de l'ami chirurgien qui devait arriver le lendemain. Et là, finalement, tout le monde conclut que ça pouvait attendre le lendemain. Donc Paul arrive directement le matin de bonne heure, il arrive directement avec sa valise à l'hôpital. Il examine Marion et puis il dit c'est une occlusion intestinale. Donc il faut l'opérer. On a 3 heures devant nous, mais il faut l'opérer et c'est une opération qui risque d'être longue. Donc moi je lui dis écoute, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tes affaires, ta valise et tout ça, j'emmène à l'hôpital, sois tranquille. Il me dit ah non, pas du tout, pas du tout. Je vais porter moi-même ma valise à l'hôtel. J'ai pas mangé mon petit déjeuner ce matin. J'ai très peu dormi parce que hier soir je me suis couchée tard, donc je rentre à l'hôtel, je dors 2 heures, je mange et je reviens. Et là, je sais que je vais pouvoir opérer tranquillement et être rassurée parce que quelle que soit la durée de l'opération, je suis OK. Et pendant 10 secondes, on s'est tous dit, mais quand même, c'est urgent, comment il va faire? Enfin, intérieurement, on s'inquiétait. Et puis, tout d'un coup, on s'est dit, quel professionnalisme et quelle belle réaction. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller en urgence, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, etc. Non, non. Je me soigne moi. Et une fois que je suis bien dans mes bottes, que je suis tranquille, et que physiquement et intellectuellement je suis apte, alors là, je vais aider l'autre. Et sauver pour le coup. Ok, superbes exemples, oui. Parce que là, vraiment, ça résonne avec ce premier de l'avion qu'on connaît tous. Et c'est vrai que quand on ne le connaît pas, celui-là, la première fois qu'on le rencontre, ce truc du masque, ça fait Oui, toujours un peu bugger. On se rend compte qu'on a été programmé pour faire l'inverse, oui, d'une certaine exactement. façon. Exactement. Euh, Oui, et tu as du tout coup, à ça fait nous... raison. Hein. Mm. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que moi, comme toi, j'ai le souvenir de la première fois où je l'ai entendu et je me suis dit, ah, mais moi, j'aurais tout de suite essayé de mettre le masque et puis je serais tombée dans les pommes et j'aurais pas mis le masque et tout le monde était fichu, quoi. Quand on y réfléchit 2 secondes, ça tombe sous le sens. Mais Ouais, avant d'y réfléchir, c'est comme si... Alors, je sais pas justement à quel point c'est une question de personnalité ou c'est une question aussi culturelle, dans le sens où j'ai l'impression, moi, d'être sorti de transe hypnotique à ce moment-là, d'une certaine façon. Puisque oui, sans réfléchir, j'étais sûr d'un truc auquel j'avais jamais réfléchi. ouais. Et donc, du coup, mais j'étais certain. Quelqu'un m'aurait dit l'inverse, j'aurais dit, bah non, t'as tort. Et j'en aurais pas démordu. Et d'un coup, on se prend ça et on dit, ah oui, ok, ça amène un peu de subtilité dans tout ça, je trouve. Ça amène un petit peu de nuance et de bon sens. Tout d'un coup, je fais le lien avec le comportement à l'opposé, hein, entre les sauveurs saints et là, pour le coup, dans mon livre, je parle aussi des sauveurs pathologiques. C'est les pompiers pyromanes. C'est-à-dire que les pompiers qui vont mettre le feu pour pouvoir après arriver à sauver et montrer comment ils sont extraordinaires.
Donc on voit entre l'hôtesse de l'air, là, le discours de l'hôtel de l'air, ce chirurgien, et puis de l'autre côté, les pompiers pyromanes ou les anesthésistes qui vont arriver à tuer leurs patients. Donc on voit bien quelle différence entre sauveur pathologique, pour le coup, et sauveur sain et aidant sain. Mhm. Ouais, ouais, c'est très intéressant cette notion de pompier pyromane. J'ai presque l'impression qu'il y a des personnes qui fonctionnent aussi en circuit fermé avec elles-mêmes là-dessus. C'est-à-dire qu'elles ont toujours des trucs à régler. Elles doivent toujours se sortir des embûches. Elles doivent toujours se sauver elles-mêmes en continu. Et il y a toujours quelque chose à faire de ce point de vue-là. Leur vie est une tragédie personnelle aussi. Il y a la possibilité d'internaliser ce principe-là, j'ai l'impression. C'est peut-être autre chose là. Je sais pas Oui, si je déborde. c'est autre chose, mais c'est pas très loin. Tu as raison. Tu as raison. Hmm. Ok. Bon, alors j'ai une question qui, après tout ce qu'on vient de se dire, n'a plus aucun sens, donc du coup je vais en trouver une autre. Euh, Vas-y, toujours, si ça se trouve, ça a quand même du sens. Ah, mais je pense que ça a du sens, mais qu'on a déjà répondu, c'est est-ce qu'être un sauveur, c'est détourner son attention de l'endroit où on a tellement besoin de l'être? Oui, Voilà. oui, c'est détourner l'attention de soi, bien sûr. Tu as raison complètement. C'est détourner c'est enfouir, fuir plutôt. Fuir sa propre souffrance, sa propre tristesse, ses propres manques, et faire à l'autre ce qu'on adorerait qu'on nous fasse, quoi. Et du coup, j'avais une question peut-être un peu plus... alors là, je tâtonne avec cette question-là, mais je voudrais savoir, toi, ton expérience, et puis puisque tu as travaillé le sujet, peut-être tu as des données là-dessus. Est-ce que les sauveurs sont des personnes qui ont un rapport particulièrement difficile à la perte de facultés physiques et mentales dues au vieillissement ou à la maladie? Oui, s'ils n'ont pas fait le travail de se guérir eux-mêmes, de se sauver eux-mêmes, parce que dans mon livre, je pose la question, mais qui va pouvoir sauver les sauveurs? Et dans l'introduction et à la fin du livre, je dis eux-mêmes. Hmm. C'est Ou évident. Hélène? Oui, s'ils n'ont pas fait le travail, pardon? Ou Hélène? Non, je te Oui. taquine. Non, c'est fini ça. S'ils n'ont pas fait ce travail, eh bien, être handicapé et avoir besoin d'être aidé, c'est recevoir. Et eux, ils n'aiment pas recevoir. Et donc, ils se retrouvent à la merci des autres avec des accumulations de dettes qui sont insupportables. Ils se sentent en dette constant et c'est vraiment invivable pour eux. Ouais. Ouais. On le voit, Ça, des personnes âgées qui supportent pas qu'on les aide, et puis laissez-moi tranquille, mais je peux y arriver. Enfin, et c'est vrai que c'est difficile, oui. ouais, bah, je repense à la personne encore que je citais tout à l'heure, que j'ai vue en séance hier, et effectivement, j'étais face à cette situation-là. Alors, il y a quand même de la marge de manœuvre et d'accueil, mais je vois qu'il y a quelque chose J'ai même pas envie de le bouger, moi, ce truc-là. Parce que à cet âge-là, quand on a vécu tout ce temps là-dessus, je veux pas... ouais, j'ai eu envie d'être très délicat avec ça et de pas du tout... Oui, sauf si c'est sa demande, hein. Bah, c'est pas spécifiquement ça, non, c'est arrivé de Voilà. façon un peu plus détournée que ça, donc non. Mm, mm. Oui, oui, c'était sa demande sans hésitation, parce que c'est vrai que ça, moi, c'est le genre de situation euh, qui m'active un peu, d'une certaine Mm, façon. mm. Ouais. J'allais venir à l'aspect culturel, en fait, parce que la figure de Jésus, qui est aussi appelé par les croyants notre sauveur, pèse sans doute lourd dans la balance de notre élan à vouloir sauver. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus, mis à part Oui, l'évidence que je viens de soulever? oui, l'évidence, c'est déjà pas mal. Alors, à la fin de mon livre, j'ai une annexe où j'ai 5 sauveurs de masse célèbres. Donc, il y a Jésus, Jeanne d'Arc, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Gandhi, etc. Et, et je fais un parallèle. Tous, dans leur enfance, ont vécu des choses difficiles et douloureuses, ou ont été confrontés à la misère, au racisme, etc. Et donc tous se sont sacrifiés, tous ont donné plus que de raison, et tous sont morts ou quasiment morts. Il y a une jeune fille pakistanaise, Malala, qui elle, les talibans lui ont tiré dessus, mais elle a réussi à survivre. Donc
je fais le parallèle avec donc les sauveurs de mon livre. Et pour reprendre ta question, bien sûr, on est, nous, dans un pays judéo-chrétien, et l'image de Jésus sauveur est très présente. Et d'ailleurs, dans les causes, les origines de certains sauveurs, je raconte l'histoire d'une personne qui, pour le coup, a été assez aimée par ses parents, mais a toujours vu ses parents aller dans des associations, se sacrifier pour les autres, à demander à leurs enfants de donner leurs jouets aux petits pauvres, etc. C'est-à-dire, ce sont des sauveurs qui sont nés dans une famille de sauveurs, et donc ils ont enchaîné pour faire de même. Ouais. Ils ont copié la structure Oui, voilà, parce que modèle, quoi. voilà, donc Mm. des gens très croyants, très pratiquants qui ont embarqué toute la famille dans le rôle de sauveur. Ouais. Mais disons que ouais, c'est très intéressant parce que l'impact, il est incroyable. Si on prend même que Jésus, c'est incroyable, mais les figures intouchables, les figures que tu cites, donc Gandhi et tout, moi j'aurais rajouté pour la blague Bruce Willis, mais en fait, c'est une demi-blague dans le sens où finalement, on a cet amour de mettre un sauveur. Et ce sauveur, dans la version romancée ou dans la version filmée, dans la version cinématographique, souvent, le sauveur, lui, on va bien comprendre la justesse et la justice à laquelle il obéit, et puis derrière, il va pouvoir tuer 100 000 personnes tant qu'il sauve la personne à qui on tient, parce que le scénario nous l'a fait aimer juste avant. On trouve que c'est quand même un sauveur. Et il y a quand même quelque chose d'omniprésent au niveau culturel, là, à cet endroit. Oui, oui. Oui, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ta première remarque. Les gens, même s'il y a dans le titre de mon livre, il y a tragédie et besoin ardent d'être aimé, les gens, ils sont sauveurs, voilà. Et c'est beau et c'est exceptionnel. Et, Ouais. Mais j'ai et il y envie. a des figures comme ça de sauveurs. Je parle d'Arnaud Beltrame, là, cet homme, cet officier qui au moment d'une attaque terroriste d'un supermarché, je crois, s'est proposé pour remplacer la caissière qui était prise en otage, et il est mort. Et c'est un héros. Et c'est un héros parce que là, il a vraiment sauvé au prix de sa vie, quoi. C'est tout à fait ça. Et puis, justement, il y a une certaine solennité à garder. Là, tu vois que moi, je sens directement le poids de j'ai pas le droit de tout dire là. Et je repense encore à cette personne avec qui j'ai fait une séance hier qui m'a donné son adresse. J'ai eu du mal à la trouver et je suis passé par la rue Arnaud Beltrame à la place d'aller chez elle. Je te Wow. jure que c'est vrai. Mm. Donc, il y a déjà une rue qui a son nom juste à côté de là où elle habite. Et j'y suis passé par erreur juste avant d'aller la voir. C'est aussi des petits signes qui sont rigolos. Ouais, c'est drôle. Euh, mm, Ouais, ouais. mm. Et j'ai été surpris parce que je connais son nom, il a été suffisamment mis en Oui, avant. oui. Et donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, il y a des rues déjà à son nom. Alors, c'est une petite rue, mais n'empêche, c'est rapide, quoi. Et juste après, j'allais voir cette dame, et aujourd'hui, on a cette discussion. Je trouve que c'est assez cocasse, tout ça. Ouais, 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 ouais. Une synchronicité là qui est Mm. intéressante. Oui, Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, il y a la notion de sacrifice. C'est hyper oui, important, ça. C'est-à-dire, là, on était sur Jésus, mais on est sur la figure du Sauveur, et le Sauveur, lui, il se sacrifie. Et c'est vraiment hyper important, ça. C'est central dans cette posture. Moi, c'est un sujet qui me touche vraiment très fort, c'est-à-dire que la valorisation du fait de se sacrifier, maintenant, ça me fait un peu sortir de mes gonds. De façon, si j'écoute ma personnalité, si je suis pas avec la casquette de thérapeute ou autre, c'est vraiment quelque chose, si naturellement je laisse Mathieu aller au front, là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve. La valorisation du sacrifice, c'est... Je suis... Ouais, je suis activé par ça parce qu'en fait, j'ai marché à ça pendant tellement longtemps. Du coup, je dois avoir une certaine colère encore à traiter par rapport à ça. oui. Et ce qui est, ta réaction, vraiment, je la comprends parce que je parle de ces 5 personnalités célèbres dans mon livre, mais au quotidien, à chaque fois qu'il y a un sacrifice, à chaque fois que j'ai pu aller gratter, j'ai vu que derrière, alors ça n'enlève rien à la beauté du geste, mais derrière, à chaque fois, il y avait des raisons
voilà, des raisons personnelles et on retrouve dans la petite enfance des choses qui ont amené ces sauveurs à donner leur vie. Mm. Il y a la notion de mission aussi. Quand on est sauveur, on a des Ouais, ouais, ouais. missions. Et donc, du coup, on a une vie importante, enfin, on a une vie significative, on a une vie avec un sens. Ça donne du sens. Ça inscrit notre existence dans quelque chose de plus grand et de beau, d'assez incontestablement beau, en fait, d'une certaine façon. Donc, en fait, on évite quelque part un peu la médiocrité d'une existence normale. Ça te va, ça aussi, comme hypothèse? Oui, oui, oui. Et puis on a l'admiration des autres, hein, autour. Oh là là, qu'est-ce qu'il a pu aider ou qu'est-ce qu'elle a pu faire. C'est admirable. Bien sûr que c'est quelque chose qui est valorisé énormément. Et donc, dans son propre regard à soi, on s'admire sans s'en rendre compte, mais quand même. Et dans le regard des autres, on est admiré. Donc, tout baigne. Sauf que les vraies raisons souterraines, elles sont plus douloureuses. Elles sont plus douloureuses. Ouais. Et c'est connecté à des notions qui, en plus, c'est ce que tu disais un peu plus tôt. Ouais, on va peut-être faire un petit moment où si tu veux bien, tu pourrais nous parler de à quel point ça concerne les personnes au potentiel et hypersensibles, parce que il y a ces idéaux de justice qui sont très importants et tout ça. Donc se mettre entièrement, se dédier et se sacrifier pour cette idée de justice, ça doit arriver beaucoup aux personnes Oui, au oui. potentiel. Ouais. Oui, oui, parce que les hauts potentiels intellectuels, eux, ont déjà comme slogan, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ils sont tout le temps dans la solution. Donc si tout d'un coup quelqu'un vient leur demander de l'aide, ils vont y aller. Et puis ils savent qu'ils vont aller plus vite, que ça va être plus juste, que ça va être réussi. Donc il y a vraiment cette logique-là. Et en plus, les hauts potentiels intellectuels, souvent, ont été des enfants parentalisés parce que très tôt, ils ont perçu avec beaucoup de finesse tout ce qui se passait dans leur environnement familial et ont essayé de porter des solutions et ont essayé d'aider, de soutenir. Donc on voit bien que ils sont tombés dans la marmite du sauvetage de façon un peu plus fréquente que d'autres. Et les femmes aussi, parce que les femmes petites, on leur dit qu'elles auront des enfants, qu'elles vont pouvoir s'occuper des enfants, puis qu'elles vont pouvoir être infirmières, et puis pas docteur, hein, mais infirmière, pas exagérer. Et voilà, donc on est dans cette logique de don des petites filles. Donc à l'âge adulte, ça va se poursuivre, quoi, hein, ce mythe de l'infirmière. Donc c'est deux catégories de personnes qui sont fréquemment dans ce rôle-là de sauveur. Ouais. Moi, je pense que c'est important de le signifier parce que c'est un peu le public de cette chaîne et que donc du coup ça risque de parler à beaucoup de gens de plein de manières là ce qu'on est en train de d'échanger. J'espère que justement c'est assez doux, moi il me semble que ça l'est, et en même temps assez frontal dans le sens où euh, quand j'ai commencé à vouloir accompagner des gens, j'ai dit que je voulais être bousculeur bienveillant avec c'est plus du tout le nom que je donne à ça aujourd'hui, mais c'était ça l'essence de mon élan. C'était d'être bousculeur bienveillant. C'était ça mon idée. Et j'espère qu'avec cette interview, avec cet échange qu'on a tous les deux, puis avec le livre surtout qui est sorti récemment, c'est un petit peu ce qui va se passer parce que je pense que ça peut faire du bien de se rencontrer en dehors de cette prérogative, de cette mission lourde, omnipotente, omniprésente, qui a pouvoir sur nous, en fait, d'une certaine façon, et qui ne nous laisse pas le loisir de nous rencontrer en dehors de cette mission-là et de cette urgence-là et de tout ce que ça peut créer comme vague, comme chose à régler, parce qu'on en a réglé une première, il faut en régler 8 autres, etc., etc. Et j'avais un truc qui me venait tout à l'heure, oui, sur un autre bout de l'échange, et j'avais quand même envie de le dire, surtout que c'est quelque chose qui nous a un petit peu marqué dans le discours assez percutant médiatiquement du gouvernement justement actuel, c'est le quoi qu'il en coûte. Et ben moi j'ai l'impression que ce quoi qu'il en coûte, il est vrai pour les sauveurs. Quoi qu'il en coûte, pour le Oui, sauver et pour lui-même. exactement, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est je m'oublie et j'y vais, quoi. Euh, et, euh, et quelquefois au prix de ma vie.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce que tu me disais, tout d'un coup, je pensais à tous ces métiers de sauveurs, Ouais. dont les psys, les thérapeutes. Et je crois pas qu'on devienne psy, thérapeute, médecin, Pompier pyromane. infirmière, pompier, non pyromane, sans qu'il y ait une vraie raison. Et j'ai interrogé des gens qui ont un métier de sauveur. J'ai interrogé un médecin urgentiste, j'ai interrogé un chirurgien, j'ai interrogé une avocate, une coach et un pompier. Et tous, c'était très émouvant ces interviews parce que j'essayais chez tous de questionner un peu l'enfance et voir un peu si l'origine de leur métier ne provenait pas d'une enfance où pas forcément tragique bien sûr, mais où ils avaient dû et c'était le cas. Et alors c'était le cas de façon évidente pour beaucoup, sauf pour le chirurgien où je le questionne et il me dit non, moi je vois pas dans mon enfance et je me dis bon bah l'exception qui confirme la règle quoi, je suis un peu tombée à plat et puis quand même je renonce pas facilement donc je dis mais quand même dans votre enfance et tout ça et là il me dit ah oui mais tiens en fait je vous ai pas dit, je sais pas si ça a son importance mais j'ai un jeune frère qui est mort avant moi. Alors je dis ah bon, qu'est-ce qui s'est passé, comment? Et là il me raconte que sa maman a mis au monde un enfant et puis que comme ça s'est très mal passé et puis qu'à l'époque c'était compliqué donc le gamin est né et puis au bout de 2 ans il avait tellement de problèmes qu'il a fini par mourir. Et je lui dis mais qu'est-ce qui aurait pu sauver votre frère et par la même occasion votre mère? Et il me dit un chirurgien. Et là je suis sidérée, c'est-à-dire que s'il y avait eu un chirurgien à l'époque, hein, c'est un homme qui a 65 ans, qui était dans un pays d'Afrique, enfin, et donc à l'époque, au moment où sa mère a accouché, il n'y avait pas de chirurgien, donc ça s'est très mal passé, etc. Mais s'il y avait eu un chirurgien, ben, son frère aurait été sauvé. Et là, il s'arrête, il y a un blanc et il me dit, mais je veux pas croire que c'est un lien avec ma vocation. Ah ben ça alors, et moi je buvais du petit lait parce que je me disais, bon, à chaque fois on trouve quoi. En fait, c'est Ouais. du bon sens. Les thérapies, c'est pas à toi que je vais dire ça, mais la thérapie, c'est du bon sens. C'est pas, bien sûr, on a des intuitions, mais ces intuitions, elles viennent du bon sens et du recul qu'on a par rapport à nos patients. Oui, bien entendu. J'avais presque envie, j'avais une question assez spontanée par rapport à ton élan. Tu vois, moi j'ai parlé de mon bousculeur bienveillant de façon anecdotique, mais je me demandais si toi, l'élan qui réunit tous tes projets, tes livres, ton élan à accompagner les gens et tout un tas de choses qui t'animent, est-ce que c'est pas les dégâts psychiques de la parentalisation des enfants? Alors, dégâts, c'est un peu lourd quand même hein, pour tous ces gens-là, pour toi, pour moi, on va être un peu plus doux avec nous. C'est certains travers. C'est-à-dire que on sait bien qu'on n'est pas thérapeute par hasard. Hein, on a commencé très tôt, donc autant se faire payer pour ça. Hein, et ça c'est bien. Une fois qu'on sait qu'on s'est sauvé, autant que ça nous rapporte quelque chose. Mais oui, ces métiers-là, c'est des métiers où on répare le dégât des autres et en même temps ses propres dégâts. Et on le fait d'autant mieux que soi-même, on a compris pourquoi on faisait ça, quoi. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Si, si, tout à fait. Si, si, je me disais, d'abord, on sait sauver du verbe savoir, et à la fin, on sait sauver avec être. Et cette apostrophe, Hmm. ouais. Donc, du coup, c'est le genre de formule que je vais détester dans pas longtemps si tout le monde l'utilise et que je suis content de trouver sur le moment, tu vois. Bref, Et c'est dans comme des les... formules de ce style, à un moment, je parle d'un sauveur qui dit à un sauvé, j'ai tout fait pour toi. Donc Oui, c'est j'ai tout fait ou bien J apostrophe j'ai étouffé pour toi, je me suis étouffée, je me suis empêchée de respirer et de vivre quoi. Donc on est bien là-dedans. Je voudrais ajouter une précision. je t'en prie. Je parlais tout à l'heure du cercle vicieux du sauvetage. J'ai fait à un moment un parallèle avec les pervers narcissiques, en expliquant que bien sûr ça n'avait strictement rien à voir, hein, que les sauveurs sont animés de bienveillance
et de goût de l'autre et que c'est précieux. Mais quand même, la stratégie inconsciente, au début, elle est la même. C'est-à-dire, il y a repérer la victime, donc pour le pervers, il repère sa proie, c'est-à-dire le sauveur, il va savoir repérer la personne qui est en difficulté et qui a besoin d'aide. Il va pas aller sauver quelqu'un qui va bien, hein. Donc il repère sa victime, il va la harponner, ce que fait le pervers narcissique, hein. Il va harponner sa victime, c'est-à-dire il va venir imposer son aide, son soutien, sa chaleur humaine, ses solutions, etc. Et puis après, il va y avoir une lune de miel, c'est-à-dire tout va bien se passer, le sauvé bénit le ciel d'avoir rencontré ce bon samaritain, cet ange gardien. Le sauveur est ravi parce qu'il voit qu'il est efficace et que tout ce qu'il fait, c'est du miel sur les blessures de l'autre. Et puis à un moment, il va y avoir le franchissement de la ligne rouge. C'est-à-dire tout d'un coup, pour le pervers narcissique, il va commencer à attaquer sa proie et à vouloir la démolir et vraiment vouloir sa mort psychique. Le sauveur, lui, ne va pas du tout être dans cette logique-là, heureusement, mais va vouloir en faire trop. Et là, voilà, ça va commencer à bugger. Donc jusque-là, hein, ces phases-là, donc repérer la proie, la harponner, la lune de miel, et puis tout d'un coup, ça commence à frotter, on voit que c'est à l'identique. Bon, sauf qu'après, le pervers narcissique, lui, il veut vraiment tuer l'autre psychiquement. En revanche, le sauveur, lui, il va quand même... même si le sauvé lui échappe et que ça l'embête un peu, mais il reste quand même dans quelque chose de bienveillant. Ok, oui, ce parallèle, il est intéressant parce qu'il est un peu grinçant. Et Oui, j'aime bien, moi, les trucs qui grincent un peu parce que on peut toujours en tirer quelque chose si on sort de le prendre personnellement. Si on fait un petit pas de côté et qu'on le prend pas personnellement et puis qu'on n'a pas envie de dire non comme ça en te coupant la parole, ce qu'on est tout à fait en droit de faire, hein, finalement. Si on a envie on a déjà éteint, j'imagine, il y a longtemps et passé à autre chose ou sur une autre vidéo. Mais je trouve que c'est intéressant quand ça grince et ça va pas directement dans la direction qu'on aimerait. C'est pas consensuel, ça, de faire ce parallèle-là. Et ça, j'aime bien parce que c'est stimulant, en fait, d'une certaine façon. Tu me disais ce qui avait changé pour toi depuis que ce syndrome du sauveur avait été dépassé. Qu'est-ce qui changeait significativement pour toi? alors, ce qui a changé pour moi, c'est d'abord la satisfaction d'avoir traversé la sale période de prise de conscience et de m'en être sortie plus forte. Mais surtout, ce qui a changé, c'est de me rendre compte que, contrairement à ce que je pensais, je suis bien plus respectueuse des gens aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, je propose et je n'impose pas. Et je vais donner une anecdote parce qu'elle est amusante. Au moment où je commençais à sortir de ce syndrome, les petites victoires, les premières victoires sont précieuses parce que permet de se conforter, de dire bon. Et donc je suis invitée à un dîner et il y a une femme que je ne connais pas qui est là. On est 8. Et tout d'un coup, elle commence à se lâcher un peu, à raconter qu'elle est triste, que ça va pas, etc. Et tout ce qu'elle dit fait écho à un livre que moi j'avais lu à une époque, un livre d'Alice Miller, Le drame de l'enfant doué. Je sais pas si tu l'as lu, mais qui moi m'avait vraiment Ah, je l'ai ouvert pas. les yeux sur plein de choses. Et donc ça faisait tellement écho que je lui dis ah ben tu sais moi j'ai à une époque j'étais dans cette tristesse et ce questionnement et ce livre m'avait vraiment beaucoup aidé. Et elle me dit ah bon. Et à ce moment-là, moi, je suis pleine de tendresse et d'ironie avec moi-même en me disant ah ben tiens, il y a quelque temps, tu lui aurais dit prends un papier, un crayon, ou alors je vais te l'envoyer, ou je. Et là, ben, tu l'as pas fait spontanément, c'est bien. Mais l'histoire s'arrête pas là. J'ai voulu me prouver jusqu'où je pouvais aller. Et donc à la fin du repas, je vais la voir et je lui dis tu sais, hein, vraiment, le livre dont je te parle là, il était précieux. Et il y avait du monde autour. Donc elle me dit oui. Et là, je me dis, eh ben, on va voir
jusqu'où ça va. Peut-être que quand elle va être toute seule, elle va oser. Peut-être que devant les gens, elle avait un peu de fierté et donc je me retrouve toute seule à attendre le bus et là je lui dis ouais vraiment hein, je me permets d'insister là c'est vraiment un livre extraordinaire. Et elle me dit oui, tu me l'as dit, j'ai bien entendu. Et l'histoire s'arrête là. Et moi, je me suis dit, mais c'est incroyable, cette femme, et c'est légitime, elle n'avait pas envie, ce jour-là, de prendre ses références, elle n'avait pas envie d'être aidée, ou elle avait envie de rester victime et d'être un peu plainte, enfin, autant de choses qui sont légitimes. Et moi, je me dis, mais il y a quelques années, elle finissait pas le repas sans avoir le livre. Si j'avais pas pris son adresse, presque je lui renvoyais. Enfin, vraiment, il fallait que je la sauve. Moi, ça m'avait un peu sauvée, donc il fallait absolument le faire. Et c'est là où on se rend compte de la différence. C'est quand vraiment on est sur le chemin de guérison et qu'on a ce genre d'expérience un peu initiatique où on mesure l'avant-l'après, quoi. Hmm. Il y a une chanson très connue qui dit savoir aimer, je crois que c'est savoir aider là, presque le. Oui, voilà. Hmm. Savoir aider et surtout pas imposer, proposer. Ouais, Et là, on a la surprise de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Peut-être si je l'avais aidée, elle aurait pris goût et en fait, je l'aurais transformée en victime, peut-être. hmm. C'est très intéressant parce que c'est un moment qui est anecdotique et qui peut être une bascule pour toi du côté où, en fait, tu laisses ta nécessité d'aider l'autre, de sauver l'autre, tu arrives à la laisser à la frontière de l'acceptable et cette personne, elle ne sera pas changée. Et donc, c'est un moment de bascule qui n'a pas lieu et qui pourtant a lieu parce que justement, la bascule n'ayant pas lieu, il n'y a pas la boucle. C'est ça? Oui, tout à fait. Et moi, j'ai pris une très grande leçon et belle leçon. Et je me suis dit, eh bien, ce qui a changé, bien sûr, ça a changé pour moi, mais ça a changé aussi dans mon respect des autres. Parce que, bizarrement, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés. En tout cas, ce soir-là, à cette heure-là, elle n'avait pas envie. Et Ouais, ça, ben, il faut le respecter, quoi. Je bien raconte sûr. d'ailleurs dans mon livre commence avec une anecdote dans l'introduction où je raconte qu'il y a deux petits scouts qui arrivent des louveteaux qui arrivent en retard à leur réunion de scouts et ils arrivent très en retard et ils sont échevelés, les habits déchirés, ils ont des griffes partout, enfin. Et le chef leur dit mais enfin qu'est-ce qui vous arrive? Ben on est en retard, chef. Oui je vois bien mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben chef on a aidé une vieille dame à traverser. Ben c'est bien mais enfin pourquoi vous êtes dans cet état-là? Mais c'est qu'elle voulait pas chef. Oui, c'est très drôle. Voilà. Justement, Et donc j'allais te poser cette question. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de croiser des gens qui sont en plein dans ce que tu as vécu avant? Quand tu croises des sauveurs aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? eh ben, je suis pleine de tendresse et je cherche pas à les sauver. Je propose, même s'ils demandent, ou s'ils demandent pas, ben, je fais rien. Est-ce qu'au moment où ton aide, ta proposition d'aide est mise de côté, est-ce que tu arrives à te donner de la douceur tout de suite à ce moment-là? Ah oui, oui. Oui, et puis de l'humour. J'ai beaucoup d'humour envers moi-même. Je me dis, waouh, ben, c'est bien, quoi. Ouais. C'est bien, t'as fait le bon chemin et c'est respectueux de tout le monde, et d'eux et de moi. Est-ce que, il y a un aspect de ce que vivent les sauveurs qui a, selon toi, échappé à notre échange jusque-là? Est-ce que, on est passé à côté de quelque chose de très significatif pour toi dans le livre que tu as écrit, dans le travail que tu as fourni pour le produire? Est-ce qu'on est passé à côté d'un truc? Non, je crois pas. Je crois qu'on a vraiment été au bout du bout de tous les petits recoins, bien sûr de façon synthétique, mais non, Bien je sûr. crois que je crois qu'on a bien balayé tout ça et voilà. Et puis je pense que j'ai pu mettre dans notre discussion beaucoup d'exemples et dans le livre bien sûr encore plus. Et puis, je tiens à rappeler ce quiz parce que je me suis vraiment régalée à l'écrire. Je me suis vraiment régalée à l'écrire et à mettre un petit moment un peu
léger, même si les résultats sont profonds dans ce livre. Donc non, je pense que tu as eu des questions très pertinentes et ça m'a permis de développer au mieux. Merci. Bah, avec grand plaisir, merci à toi. Pour finir cette phase de l'interview, avant de laisser la place à Gaëtan, je vais te proposer de compléter des phrases que je commence. Ça te va? Première phrase, selon moi, le monde serait plus beau si. Si les gens avaient plus le goût d'être eux-mêmes et de se soigner pour pouvoir aider les autres, avoir plus d'humanité envers eux pour pouvoir avoir plus d'humanité envers les autres. Hmm. Ma deuxième phrase tombe à pic puisque être humain, pour moi, c'est... Aimer et être aimé. Hmm. Ça y est, l'amour commence à devenir plus important que le sauvetage. Ah oui, Super. oui, oui. Aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement... Euh, M'écouter, prendre soin de ma psyché, de mon corps et de mon environnement. Je ne saurais pas être heureuse si mes proches sont malheureux. Ce que je retiens du moment que nous venons de partager, c'est principalement... Bien, comme précédemment, c'est de la vérité, de la sincérité, de la bienveillance, du respect, de l'humour. Voilà, c'est un moment précieux. Merci. Bah écoute, je terminerai avec cette question que j'espère ne pas t'avoir déjà posée, mais j'adore la poser aux gens. Je pense pas que je l'avais déjà dans mon package à ce moment-là. Je me souviens pas t'avoir entendu répondre à cette question. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Oui, je m'aime. Je trouve que je suis saine, euh, généreuse, bienveillante, créative et surtout de bonne foi. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas dans une relation, immédiatement je cherche en quoi je peux être à l'origine de ces difficultés et les reconnaître vraiment tranquillement. Hmm. Merci beaucoup pour cette réponse et puis pour toute la discussion qu'on vient d'avoir. Vraiment, c'est précieux. Je suis hyper Merci. content, fier qu'on puisse partager ça avec les gens qui vont tomber sur cet échange. Et puis, je vais laisser la place à Gaëtan qui, pendant tout le long de cet échange, était à la régie, à écouter ce qu'on s'est dit, a pris des petites notes. En fait, c'est un peu comme la dernière fois, sauf que c'est pas le même sujet et que donc, du coup, il n'a pas les mêmes questions ni les mêmes remarques. Est-ce que ça te va? On se retrouve Très bien. juste après ce moment-là pour la conclusion. À tout à l'heure Parfait. alors. À tout à l'heure. Me revoici, je suis passé de l'autre côté des écrans, côté enregistrement, l'autre côté de la régie, où j'ai pu écouter, prendre des notes, voir à quel point vous avez embrassé un sujet, mais de façon large. Et je vais te dire un truc, Hélène, vraiment, je trouve que tous tes exemples que tu nous proposes, nous partages, sont hyper pertinents. À chaque fois, ça me parle. L'histoire, ce que je pourrais retenir parmi tout ce que tu as partagé, et merci de l'avoir fait. Par exemple, l'histoire de l'ambulancier, sur cette image, cette métaphore de à aucun moment il va demander à un moment donné au patient de prendre sa place pour conduire l'ambulance. Donc si tu sauves quelqu'un à un moment donné, acceptons que le rôle ne va pas changer. Je pense parfois en couple hein, ou dans une amitié évidemment. Acceptons que quand une forme de relation s'est créée, même si toi tu aimerais bien aussi à un moment donné que la parole te soit rendue, et ça me parle hein, des expériences de vie, que l'appareil te soit rendu, ben, peut-être que l'appareil, parce que c'était pas le contrat initial, ne sera pas rendu. Je te remercie d'être aussi honnête sur le fait que ce sujet, bah, évidemment, comme tous les sujets qui vont nous passionner, parle de toi et que tu peux témoigner en tant qu'inspirante de je suis passé d'une étape de ma vie à cette étape de ma vie avec une autre conscience sur
ce que j'ai fait, qui j'étais, et ce que je peux proposer aux autres aussi maintenant. Donc merci beaucoup, Hélène, merci. Merci Gaëtan, merci beaucoup. Euh, alors, voilà, je vais donc déjà super tes exemples. Et si tu en as mis autant que ça dans ton livre, parce que moi non plus je On en a n'ai mis pas. plus. On en a mis plus. Voilà, prenez. Enfin moi en tout cas, je trouve que même si l'idée, le concept, je pouvais me l'être. Tes exemples sont en fait, ça te dit bah oui. En fait, je peux essayer de négocier avec moi-même en disant oui, mais de temps en temps, je suis quand même très généreux. Non, ton exemple, c'est que voilà, ça a du bon sens. La vieille dame au chat, la vieille dame au chat qui remplace tous les gens qu'elle a hébergés pendant un moment. Elles existent, ces fameuses femmes qui sont très, très occupées. Pourquoi pas hommes, hein, mais voilà, le stéréotype, c'est la vieille femme au chat et qui ne peut pas se déplacer, qui ne peut pas s'occuper, qui est toujours responsable. Et faut leur ouvrir, faut les sortir, tu comprends, faut que j'y aille, j'aime mon chien. Ouais. C'est très très parlant. Merci. C'est parlant. Donc, rassembler tout ça, je trouve que c'est très éclairant. C'est la notion d'éclairage. Vous avez évoqué souvent le point de départ je suis survenu, hein, qui peut être dans l'enfance, d'avoir croisé des parents qui nous ont amenés à vouloir sauver. Mais tu l'as dit, le point de départ, comme beaucoup de choses initiales, c'est l'amour. Ce besoin d'amour, de se sentir aimé, rempli, protégé, paré pour survivre à cette faune étrange qu'est l'humanité, qu'est ce monde autour de nous. Ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être considéré. Et le sauveur a sans doute, évidemment, ce besoin d'avoir un rôle dans la société, d'être considéré. Et je me disais même, à un moment donné, à force de vouloir sauver les autres, alors si on revient vite fait sur le fameux triangle de Cartman, finalement, vouloir sauver les autres, on n'est même pas vraiment sauveur, on est plutôt bourreau, puisqu'on les force à vouloir se sortir d'une situation. Comme tu l'as dit, parfois, ils n'ont pas envie de se sortir de leur situation, ils sont en homéostasie, ils font avec leur bobo, ils font avec leur histoire personnelle, je suis toujours celle, je suis toujours celui, et quand on force, finalement, on est ni sauveur, enfin, on est en tout cas pas victime, on peut essayer d'être sauveur à son image, peut-être qu'en fait, on est blessant, on est bourreau, mais je pense aussi, ça veut dire qu'on ne veut tellement pas être celui qui est sauvé, qu'on prend l'une des deux autres postures. Donc ça veut dire que être sauvé, c'est inacceptable. Tu l'as évoqué hein, sur le fait des gens les sauveurs qui ont du mal à se faire aider. Pourquoi, à ton avis, cette posture d'être sauvé est inadmissible à un moment donné pour ces personnes? Parce que c'est important les sauveurs, c'est important pour eux de se convaincre, grâce à ça, qu'ils sont forts, solides, sont costauds, puisqu'ils sont capables d'aider les autres. Donc c'est qu'ils sont debout et qu'ils sont vraiment très, très équilibrés, très costauds, et eux, ils ont besoin de rien. Ils essayent de se persuader comme ça que ils sont suffisamment équilibrés pour pouvoir être dans le don de soi absolu, alors que c'est tout l'inverse. Est-ce que ça viendrait essayer de réparer justement un gros manque de confiance en soi, en se disant je peux sauver les autres Oui, c'est surtout un gros manque d'amour, un gros manque de base solide, un gros manque de soubassement de leur identité. C'est surtout ça. Bien sûr, la conséquence, c'est le manque de confiance en soi, mais c'est pas le plus important. Le plus important pour eux, c'est je vais me convaincre que je suis quelqu'un de bien et que je peux être aimé. Souvent, je me dis revenir à la base, le toit, la protection, l'amour, la nourriture, la reproduction, la sexualité, le plaisir, mais voilà, souvent en fait, il n'y a pas beaucoup de composantes, même si on met tout un tas de mots, tout un tas de concepts, tout un tas de... les appels initiaux sont souvent beaucoup plus simples. Et je trouve que ça dédramatise aussi parfois certains de nos mots. Effectivement. Tu es passé de sauveur compulsif à aidant sain. Donc j'aime beaucoup cette phrase, passer de sauveur compulsif à aidant sain. Et tu avais cette notion de, après tout, quitte à avoir pratiqué assez jeune et avoir développé tout un tas de stratégies et d'aides de sauvetage réel, après tout. Hein. Souvent, c'est appuyé quand même sur de la littérature et c'est pas juste tu devrais faire, mais souvent on essaie quand même de rendre ça crédible et appuyé. Mais après tout, quitte à avoir travaillé le rôle,
autant à un moment donné devenir un professionnel ou une professionnelle et se faire payer pour les choses. Euh, Bah ouais. Alors évidemment, pas dans le sens mercantile, Oui, mais dans à le sens condition, rationnel. oui, 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 à condition d'être au clair avec ce qu'on fait, quoi. Voilà, C'est-à-dire de sur ne le pas côté se lancer sain. dans le partage des autres sans avoir compris que ça vient d'une blessure profonde chez nous-mêmes. Donc, si on a compris ça, on va le faire avec humilité et efficacité. Et donc c'est la phase que tu as évoquée par rapport à tes exemples désormais, quand tu étais dans un repas et que finalement tu as laissé filer parce que la personne n'était pas prête. Grosso modo, tu tends une main, puis si la personne n'a pas envie de la prendre, bah, c'est son choix. C'est aussi Exactement. accepter, et je trouve que l'humilité, elle est belle pour ça, accepter que l'autre est dans son rythme d'une, mais aussi dans sa responsabilité. Tu n'es pas responsable des autres. Oui, tout à fait. Exactement. Il y a une prise il y a une mise en conscience que je trouve très, très belle, très juste, qui ramène à toi et tes propres responsabilités. Même si ça peut être inconfortable, parce que comme vous l'avez dit avec Mathieu, finalement, en s'occupant de l'autre, on sort de ses problématiques, on s'occupe de l'autre, donc on ne regarde pas les siennes. C'est oui, alors moi je vais pas bien, mais finalement l'autre c'est pire. Donc c'est une comparaison en plus derrière, un jugement de l'autre et de soi au final. Donc oui, c'est très facile pour aller regarder ailleurs. Tout d'un coup, je pense que quand on commence, et c'est sans doute la phase la plus agréable, à se dire bah, finalement, et moi, on regarde ses peines intérieures, ses blessures intérieures, éventuellement on essaye de travailler dessus. Et oui, ça peut être une période tout d'un coup de rencontre avec soi-même compliquée. Oui, ouais. Oui, mais à chaque fois qu'on veut avancer sur soi, ça passe souvent par un gros moment de tristesse, voire de douleur. Mais la lumière est au bout du chemin, quoi. Et soi-même est au bout du chemin. Euh, ouais, je suis obligé, mon esprit me propose ça. Et du coup, mais soi-même, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que ça donne au bout du chemin? C'est ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire c'est plus un rôle, c'est plus un faux self, c'est plus je fais ça pour être aimé, je fais ça pour l'autre, je fais ça, c'est-à-dire je suis moi et heureuse d'être moi et avec mes forces que je perçois, avec mes faiblesses. Et puis surtout, je sais que j'ai ma petite mallette à outils et que en cas de panne, je vais pouvoir me dépanner. Et si j'y arrive pas, ben, je vais refaire une tranche de thérapie ou une tranche d'analyse. Ou... Voilà, mais j'ai les bases solides pour me construire. Et puis, je sais accueillir les joies avec bonheur et les douleurs sans qu'elles m'effondrent. Voilà, c'est sans doute ça l'équilibre. Et il n'y a pas une part aussi de justement accepter de demander de l'aide, ce qui était au départ pas concevable, puisqu'on aidait les autres. Comme je disais, hein, c'était une façon de ne surtout pas s'occuper de soi, parfois en stratégie. Et est-ce que justement cette acceptation de demander de l'aide, quand tu parles de repartir sur une phase de thérapie, bah, c'est pas de bonne loi? Oui, c'est la première aide qui me paraît la plus saine, de demander à un spécialiste plutôt que d'aller demander au voisin ou à la voisine. Quoique, lorsqu'on a un cercle avec des gens qui sont dans cette même mouvance, quelquefois de parler aux copains ou aux copines qui sont capables de se poser quelques questions et qui ont compris qu'ils avaient une intériorité, ça peut débloquer des choses quand on a déjà fait le gros du travail. Hein. Alors, je me disais pendant que vous étiez en interview avec Mathieu, alors j'aimerais bien avoir ton avis dessus, sur ma question justement. Mon impression, quand j'entends les témoignages, c'est que justement, en tant qu'être humain, on a la difficulté de voir certaines parts de nous. Justement, son côté sauveur ou son côté... bah, bien souvent, c'est par l'extérieur qu'on va avoir un feedback, qu'on va avoir un retour disant laisse-le peut-être tranquille, ou bien en thérapie, le thérapeute qui va faire le miroir et renvoyer pourquoi vous essayez régulièrement d'aider les autres, d'où ça vient Mais j'ai quand même l'impression qu'il est très très difficile, impossible, je ne sais pas, mais très très difficile de soi-même de découvrir nos patterns, de découvrir nos habitudes, nos récurrences, nos... Est-ce que tu as cette vision-là aussi, ou pour toi, on a quand même capacité de soi-même à, à observer ces zones-là facilement, ou justement l'extérieur, acceptons en fait de faire appel à l'extérieur, parce que
pour notre équilibre, notre cerveau ne nous propose pas de voir ces parts-là. Est-ce que ma Oui, question, est-ce que tu as témoin, ouais. oui, tu as raison. Mais je pense qu'il y a deux situations. Soit la personne est déjà en chemin et a déjà une philosophie de vie qui consiste à se questionner, à essayer de bien se comprendre et à faire du grand nettoyage, et auquel cas, ben, elle va toute seule se rendre compte qu'il y a encore à tel endroit un problème ou que là, elle est encore trop sauveuse. Soit c'est quelqu'un qui a jamais fait aucun travail sur soi, et effectivement, il n'y a que l'extérieur qui va pouvoir à un moment ou un autre dire attention, là, tu franchis la ligne, là, tu es peut-être trop intrusive, là, c'est trop excessif, et puis tu vois bien que tu en souffres à la fin, donc peut-être faudrait te faire aider pour arrêter de souffrir. Et il se peut qu'elle ait eu besoin d'entendre ça 10 fois pour qu'enfin la 10e fois elle l'entende parce qu'elle n'était pas prête. Oui, tout à fait. Enfin, j'ai l'impression que ce sont des histoires qui me parlent en tout cas. C'est aussi une notion de temporalité quand c'est le moment, quand la personne peut-être est dans un moment de sa vie où elle peut assumer la remise en cause. Parce que d'un point de vue changement interne, ça va avoir des conséquences, la prise de conscience. Oui, oui. Donc quand tu disais à un moment donné prendre soin de l'autre, c'est peut-être aussi pas le forcer pour, j'ai envie de dire presque pour être un sauveur écologique. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre soin de est-ce que c'est le moment. Il y avait en analyse transactionnelle quelqu'un qui m'a proposé ça un jour et que j'ai gardé, c'était il y a une dizaine d'années, par rapport à ma posture de sauveur que j'ai pratiquée, de commencer par réfléchir, est-ce que déjà c'est de ma compétence de sauver cette personne que je suis en train de sauver ou d'essayer de sauver? Deux, est-ce que la personne me l'a explicitement demandé? Et bien souvent, que nenni, jamais. Et trois, est-ce que j'en ai envie? L'air de rien. Et elle me disait, s'il n'y a pas ces trois voyants d'allumés, il n'y a pas de raison. Quand j'ai commencé à regarder ce que je faisais ou mon entourage à travers ces trois questions, il n'y a quasiment aucun moment où les trois étaient allumés simultanément. Ce qui fait que finalement, quand vous avez dit sur le pyromane, le pompier pyromane, le sauveteur, pour pouvoir avoir du monde à sauver, souvent va créer des situations, va pousser, va demander à l'autre, mais tu es sûr que ça va bien, tu as l'air fatigué. En fait, il va créer les conditions pour que dans son entourage proche, il ait des gens à sauver. C'est ça que l'exemple du pompier pyromane, j'ai trouvé ça très très juste, parce que je me rends compte que moi aussi, par mon attitude parfois, ou par ma façon de pousser l'autre à révéler des choses peut-être difficiles pour lui, je crée la situation où moi, je pouvais devenir sauveur. Et il y a un côté, quand tu parlais du pervers narcissique, il y a un côté un peu vicieux à cette histoire-là. Alors, pendant, on le fait naturellement, mais après coup, ouais, c'était pas très juste quand même. Donc, est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de dire, dans ce que tu as vu, dans les Oui, tout à témoignages? fait. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est quelquefois, enfin, c'est des cadeaux empoisonnés pour l'autre et pour soi. C'est-à-dire que quelquefois, justement, on va créer des poussées dans certaines situations ou pousser certaines personnes pour pouvoir venir les sauver. Bien sûr, c'est très très juste. Alors, ce qui m'est revenu souvent aussi en tête pendant que vous parliez, c'était la notion d'intensité. Par différents adjectifs que vous utilisiez, finalement, il y avait souvent cette pattern du besoin d'intensité dans le sauvetage, dans la confession, dans l'intimité. Ça m'a fait amener à le côté HPI, donc au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel. Alors évidemment, pour moi, enfin, de mon point de vue, évidemment, n'hésite pas à me contredire, hein. De mon point de vue, le sujet en question du sauveur n'est pas du tout spécifique à quelqu'un qui aurait une caractéristique de HPE ou de HPI. Mais par contre, je pense que par la façon dont il est connecté à sa sensibilité ou que la personne est connectée à son cortex, ça va exalter sa capacité à justement devenir sauveur, à justement détecter des choses chez l'autre, à justement créer une intimité, une connivence qui va faire que la situation de sauvetage va plus facilement. Et en plus, pour moi, mais encore ma vision, le HPI ou le HPE se nourrit de l'intensité. Et s'il y a bien un moment dans la relation humaine où on va trouver de l'intensité, j'ai l'impression assez facilement, c'est dans ce moment de sauvetage. Est-ce que ça te dit Oui, oui, ce oui, point de tout vue? à fait, tout à fait. Les HPI ont cette
sensibilité, cette intuition, cette perception qui fait qu'ils vont repérer bien plus rapidement les personnes en souffrance et les solutions à proposer, bien sûr. Je me dis en plus en tant que détecteur d'incohérence, parce qu'avec Mathieu, parfois, c'est des tournures de phrases en disant le HPI, ou, voilà, on détecte les incohérences dans notre société, dans les discours, dans les légendes, dans les croyances, mais parfois c'est tout simplement aussi dans la posture de l'autre qui va te dire un mot, un adjectif, et qui va, peut-être par la tête ou par d'autres signes, quand tu parles d'instinct, pour moi je relis ça à ça, finalement raconter autre chose. Et quand on détecte l'incohérence, ben, on aime bien les gratter, on aime bien en savoir plus. Donc, Oui, comme je dis, c'est sans doute pas un sujet spécifique, mais je pense que ça peut être comment on va appeler ça, des groupes de population qui seraient d'autant plus, hmm, comment on pourrait le dire, qui seraient d'autant plus dans le risque d'aller justement vers des sauvetages forts, comme je disais, pas équitables, pas respectueux. oui, complètement, complètement. Puisqu'en plus, ils ont les solutions, hein. Donc, Oui. même si l'autre n'a pas demandé, bah, on va lui imposer puisque c'est la bonne solution. Donc, ça va lui faire plaisir. Puis au passage, peut-être je rêverais avoir 2 gouttes d'amour ou à défaut de reconnaissance, gratitude, etc. Et pour des gens qui souvent sont en recherche de sens à leur vie, pourquoi ils sont là, bah, j'ai un sens, je suis sauveteur. Et c'est juste en plus. Je vais faire la justice autour de moi. Moi qui sens l'injustice très fort. Enfin, en termes de pistes de résilience, je trouve qu'en plus, ça se propose tellement de façon spontanée que et j'ai beaucoup de tendresse hein, pour moi qui a pu œuvrer dans ces voies-là. J'ai beaucoup de tendresse en disant, bah oui, ça se proposait, ça donnait du sens. Ça me permettait de regarder ailleurs. Ça évitait en pensant à l'autre, ça évitait de penser à moi, parce que souvent il n'y a pas de solution au bout de la pensée. Oui, ça se proposait, c'était tellement tentant, et l'intensité en plus derrière. Oui, oui, Et en sortir, c'est revenir un peu dans une position de neutralité de point de départ qui était inconfortable. Enfin, c'est ma sensation. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça permet une fuite en avant de soi et du quotidien et de l'ennui et d'être suffisamment actif, plus en faisant des belles choses, euh, en étant bienfaisant. Donc, oui, ça a de nombreux bénéfices, en apparence. Et est-ce qu'on peut se dire que finalement sortir en conscience de sa posture de sauveur, c'est être courageux ou courageuse? Oui, oui. Moi, je trouve que toutes les personnes qui font un vrai travail sur elles sont des gens courageux parce que ça fait peur, parce que ça demande de 100 fois remettre son travail sur l'ouvrage, de, 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 de voir des choses sombres en nous qu'on n'a pas envie de voir et qu'il faut regarder en face. Oui, ça demande du courage, bien sûr. Là où tu en es aujourd'hui dans ta vie, alors évidemment comme toute question, elle peut ne pas être gardée après si tu le souhaites, ou tu peux tout simplement ne pas y répondre. Mais est-ce que tu peux dire que tu es fier de toi aujourd'hui, de tout ton parcours, d'être la Hélène de 2024? Je ne sais pas si je dirais fière, mais je dirais oui, je suis contente et je pense que je suis courageuse et que j'ai été très courageuse. Et par ailleurs, je dirais pas fière parce que euh, je sais que les raisons qui m'ont poussée à faire un travail profond sont des raisons profondes. Je veux dire, j'ai l'impression que plus on creuse, plus on a été malmené. Donc, c'est pour ça que le mot fierté peut-être me viendrait pas, mais en revanche, oui, 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 je suis contente d'avoir trouvé un chemin de guérison qui est toujours à poursuivre. Mais voilà, je pense que j'ai fait vraiment le gros du travail et que voilà et que c'est bien. Et je n'ai pas la philosophie ou
le projet de dire tout le monde devrait faire un travail, tout le monde devrait suivre une psychanalyse, et tout le monde, non, je dis chacun fait comme il peut, avec ce qu'il a, et voilà, moi, c'était une nécessité vitale, et il y a d'autres gens, voilà, qui en ont pas besoin, quoi. Et des fois, pour plaisanter, je dis, dans ma prochaine vie, j'aimerais bien être Paris Hilton pour avoir comme seul souci, est-ce que je prends un sac Chanel bleu ou un sac Chanel vert? Bon, bah finalement, je prends les deux, puis je prends le jaune aussi. Voilà, c'est mon projet de prochaine vie, ça, Paris Hilton. Je dis ça en plaisantant d'autant plus que si ça Oui, se trouve, elle aussi, elle est très malheureuse et que enfin, elle a été très malheureuse ou elle l'est encore, mais voilà. Donc non, fierté peut-être pas, mais oui, contente et consciente que ça va demander beaucoup de courage mais que tout le monde n'est pas obligé de faire ça. j'apprécie particulièrement ta posture justement de ne pas être dans les dogmes et d'être très ancré dans le concret, dans la réalité, comme tu viens de le faire en prenant la métaphore sur Paris Hilton, qui est, voilà, tu n'es pas éloigné du monde, tu n'es pas éloigné de la société, tu n'es pas en mode ermite, yoga et je ne sais quel autre. Voilà, tu es juste le résultat de ton parcours, avec cette envie de partager aux autres. C'est comme ça que je le ressens en tout cas, moi. Oui, Cette oui. envie de partager aux autres les aléas ou toutes les réflexions que ça t'a amené à pousser, qui je suppose, en tout cas, si moi je prends mon exemple, c'est pas toujours agréable et des moments joyeux, loin de là. Donc par contre, pour essayer d'éclairer, justement, je vais revenir sur ce mot éclairer les autres, bah, tu proposes tes écrits, tu proposes des exemples justement pris dans la réalité des gens, de tout à chacun, ce qui n'est pas élitiste pour mon point de vue. Je trouve ça justement un don et pas un cadeau dans le sens justement j'attends quelque chose en retour, vraiment un don, quelque chose comme un accélérateur de particules pour ceux qui auraient besoin à un moment donné de lecture. Et bah, bravo pour ça, bravo pour cet Merci. effort. Et je suis impressionné par le fait que régulièrement, parce que tu évoquais tout à l'heure hors antenne d'autres projets, que régulièrement tu sois comme ça de nouveau sur d'autres projets de partage. Ça veut dire quand même que d'un point de vue, j'imagine la richesse de tes réflexions, des témoignages avec tes patients que tu croises, mais l'envie, après tout, d'aussi donner ça au plus grand nombre. C'est ce que j'appellerais faire société aussi pour aider l'autre au sens large. Ça, je trouve ça généreux. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup à toi, Hélène. Et puis surtout, bonne continuation. Continue d'écrire, continue de nous apporter tes exemples. Je les trouve tellement parlants, ça me fait beaucoup de bien. Merci. Merci Gaëtan, merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène pour ta confiance et pour cet échange touchant, sincère, fluide sur un sujet important. C'est riche, c'est humain, c'est sincère. J'ai aimé cet échange comme j'ai aimé le précédent. Et je sais pas lequel je préfère, mais en tout cas tu es une rencontre précieuse pour moi et pour les gens qui vont tomber sur nos échanges. Moi je te remercie infiniment et je remercie Gaëtan. À chaque fois c'est plein... Bon, j'ai déjà dit plein de beaux qualificatifs tout à l'heure, mais je vais ajouter de tendresse. Voilà, moi je sens de la tendresse et ça me plaît. Les liens pour accéder à tes livres et ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!